28 juin 1914, l'assassinat brutal de l'héritier de l'Empire austro-hongrois par un jeune bosniaque nationaliste et romantique déchaîne des forces qui plongent le monde dans un holocauste inconcevable créé par les hommes. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. En l'espace de quelques semaines, les armées des grandes puissances impériales européennes se mobilisent, courant au-devant d'un affrontement entraînant le monde entier dans un tourbillon mortel, un conflit impitoyable qui en 4 ans seulement fait 9 millions de morts sur les champs de bataille, cause d'innombrables souffrances et des désolations indescriptibles et transforme complètement la face du monde et des conflits. Mais le meurtre sordide de l'archiduc Ferdinand et de son épouse ne fait que raviver les braises de soupçons, de conflits et de rivalités impériales qui couvent en Europe depuis des décennies. Au centre de ce ferment se trouve l'ambition allemande. Inspiré par le rusé maître diplomate Otto von Bismarck, le chancelier de fer, 35 États allemands disparates fusionnent en une seule entité. Et le succès remporté dans la guerre franco-prussienne de 1870 donne à la jeune Allemagne une position assurée en tant que force militaire européenne. Les 3 décennies suivantes sont témoins de progrès gigantesques dans le domaine de l'industrialisation, de la technologie, de l'éducation et du commerce extérieur. Sa population augmente de 20 millions tandis que celle de la France, son ennemi de longue date, décline. En 1900, une Allemagne forte et sûre d'elle se sent prête à entrer dans le club impérial, à s'intégrer sur la scène mondiale, scène que les autres puissances peuvent juger encombrée. Les autres puissances ont lieu de s'inquiéter lorsque l'empereur Guillaume II oblige Bismarck à démissionner. Bismarck dont la diplomatie vise simplement la défense et la sécurité du Reich naissant. Travailleur et intelligent, mais aussi ambitieux et impulsif, le nouvel empereur endosse le manteau de seigneur de guerre de la caste prussienne militaire, étrangère à la diplomatie, imbue des chimères de la puissance germanique. Cependant, il existe davantage de similitudes que de différences parmi les puissances impériales et leurs classes dirigeantes, état de choses qui aurait dû opposer un rempart à toute idée de conflit. Un cousinage d'empereurs se trouve renforcé par une élite politique et militaire exclusive, tout aussi à l'aise dans les palais somptueux que dans les cercles et les salons de Berlin, Vienne, Pétrograd, Londres ou Paris. Contrastant cruellement avec l'existence brillante et gaie de cette minorité dirigeante et de son entourage de dilettantes riches et privilégiés, s'oppose la vie morne ou appauvrie de la majorité, de la masse populaire, des paysans des vastes étendues rurales de l'empire des Romanov, dont les conditions de vie ont peu changé au cours des siècles, jusqu'à la classe ouvrière des villes, menant une existence misérable dans des taudis hérités de la révolution industrielle. Mais les masses ne sont plus les esclaves d'un féodalisme rigide. L'industrialisation et l'éducation du XIXe siècle et les diverses concessions à la démocratie ont créé un prolétariat industriel qui sait exprimer son mécontentement, impatient de réparer les injustices de l'état actuel des choses. Le spectre du socialisme hante les salons des riches. De profondes divisions nationales harcèlent aussi les chefs des empires. L'empereur François-Joseph d'Autriche exerce une autorité fragile sur un empire millénaire composé de 17 nationalités disparates. Teutons, Slaves, Croates, Serbes, Tchèques, Magyars. La Grande-Bretagne aussi doit faire face à des insurrections inspirées par la campagne pour l'autonomie de l'Irlande.
Les dynasties régnantes de l'Europe, entravées par leurs profondes difficultés internes, politiques et sociales, ne semblent guère enclines à faire la guerre à leurs cousins. Et cependant, la course aux armements s'intensifie et le mouvement vers la guerre continue. Personne ne semble vouloir la guerre en 1914. La Russie se remet encore de l'échec de la guerre russo-japonaise de 1904. La France réarme alors qu'elle vient d'élire un gouvernement pacifiste et semble en meilleurs termes avec l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie doit faire face à ses propres problèmes causés par les nationalistes combattant dans les Balkans. La Grande-Bretagne, insouciante, se contente de maintenir l'ordre dans son empire. Même en Allemagne, les industriels sont convaincus que l'Allemagne deviendra une puissance de premier rang en Europe uniquement par la vigueur de son économie. Les grandes puissances ont comme atout de dissuasion des armées ou des marines puissantes et elles nouent des alliances pour empêcher toute agression réciproque éventuelle. Toutes les grandes puissances connaissent de graves problèmes à l'intérieur de leurs frontières, mais à qui pourrait profiter un conflit majeur ? Cependant, en août 1914, le gigantesque jeu d'échecs diplomatique se détériore. Toutes les garanties et tous les équilibres devant préserver la paix en Europe s'effondrent, et les alliances de l'ancienne et subtile diplomatie sont invoquées. L'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie et l'entente cordiale entre la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Il y a peu de doute que le Kaiser représente la plus grande menace pour la paix. En décembre 1912, il réunit un conseil de guerre de l'élite militaire allemande en but aux diplomates. La nation allemande commence à être reconnue par sa puissance militaire et impériale. En 1900, l'amiral von Tirpitz prépare un plan de 15 ans exposant un vaste programme de construction navale. Son objectif marquant est de doter l'Empire allemand d'une arme qui peut arracher à la Grande-Bretagne sa juste part de puissance coloniale. En 1914, le canal de Kiel est élargi pour permettre aux nouveaux grands cuirassés de passer de la Baltique à la mer du Nord. En 1914, l'Allemagne possède une armée de terre remarquablement bien entraînée et commandée par un corps d'officiers formé dans la plus pure tradition prussienne. Enfin, le comte Alfred von Schlieffen donne au Reich un plan de guerre sans pareil, dans le cas où celle-ci serait déclarée. L'Allemagne est enfin prête, sinon impatiente de se battre. Dans son essence, le plan Schlieffen est simple. Tandis que 4 armées allemandes joueraient un rôle défensif le long de leurs propres frontières, les 3 autres grandes armées écraseraient la Belgique en une gigantesque poussée en art de cercle, tout en contournant les Français. L'élément de rapidité et de surprise balayerait les Français du terrain. Les armées allemandes pourraient alors se retourner et renforcer leur action de retenue à l'Est contre les Russes, qui seraient longs à se mobiliser. Ce plan apporterait une solution à la grande crainte, une guerre sur 2 fronts. Le plan Schlieffen va dépendre littéralement de la ponctualité du réseau ferroviaire allemand. Le train de 9h45 de Berlin à Bruxelles est toujours le Berlin-Bruxelles. Seule la cargaison a sinistrement changé. À Sarajevo, la longue attente se termine et le boulet de la guerre en Europe sillonne comme une traînée de poudre, du centre de la tempête balkanique vers l'extérieur. Les ultimatums, les menaces et les contre-menaces s'échangent à travers l'Europe. Mais les dés sont jetés, les ambitions vaines, les obligations, la naïve pression publique ou simplement la peur poussent les grandes puissances au combat les unes après les autres. Des millions de troupes sont conduites par le train vers les zones de combat sous les cris perçants de « à Berlin » ou « à Paris ». Mais atteindre la tête de ligne est une chose, transporter de nombreuses armées jusqu'au front en est une autre. Un fantassin ne va pas plus vite en 1914 qu'un siècle auparavant lors de la confrontation de Waterloo. Les opérations logistiques de transport et de ravitaillement de ces grandes armées de terre, avec leur artillerie lourde et leurs armes, sont impressionnantes. Le déplacement d'une division de 12 000 hommes, avec leurs chevaux, leurs magasins et leurs équipements, demande 1000 wagons.
En tête de ligne commence une longue et pénible marche dans la boue pour atteindre le front. Une fois déchargée d'un train, une division occupe 25 km de route et prend 5 heures à passer une borne. La première armée allemande compte à elle seule 320 000 hommes. Tandis que l'Allemagne représente le mobile principal de l'action, c'est le système des alliances qui doit déterminer l'échelle du conflit. Les grandes armées, sérieusement constituées pour assurer la sécurité et préserver la paix, assument, une fois engagées, un dynamisme propre et sans retenue. Comme attiré par un aimant vers la bien-aimée Alsace-Lorraine, le plan de guerre français envoie les troupes au nord en direction du Rhin, faisant le jeu des Allemands. Le 4 août 1914, ne tenant aucun compte de la neutralité de la Belgique, les formidables armées allemandes déferlent au-delà de leurs frontières. Le cauchemar de la Première Guerre mondiale a commencé. L'illusion première que le conflit n'est qu'une guerre de mouvement est vite dissipée alors même que l'avance rapide des armées allemandes s'épuise à l'approche de la Marne. Certaines unités de la première armée de von Kluck, diminuées et épuisées sur la lisière de l'Arc de Cercle, couvrent une distance moyenne de 40 km par jour. Même si les Allemands gagnent la bataille de la Marne, ils ne peuvent aller plus loin. Leurs lignes de communication vers le haut commandement sont distancées, leurs lignes d'approvisionnement s'épuisent. Ces armées modernes ne peuvent vivre des ressources du pays. Le ressort allemand est distendu. Le plan de Schlieffen a échoué. La résistance courageuse de la brave petite Belgique à la forteresse de Liège retarde la poussée allemande pendant une période cruciale de 11 jours, permettant ainsi aux forces alliées de s'organiser. À l'Est, le début de la guerre se montre défavorable aux puissances d'Europe centrale. Repoussé avec mépris de la Serbie, avec une aisance extrême par certains des meilleurs guerriers du monde, vaincu à Gubinen par des hordes russes en haillons mais néanmoins irrésistibles et forcé d'évacuer la Galice. Mais tous ces échecs sont compensés par la bataille tactique et brillante de Tannenberg, où les Allemands abattent une armée russe numériquement supérieure et font 100 000 prisonniers. Cette bataille, la plus grande victoire de la guerre, met en évidence deux hommes qui vont diriger l'effort de guerre de l'Allemagne tout entière. Paul von Hindenburg, un soldat de carrière de 66 ans rappelé de sa retraite, et en parallèle, le brillant stratège Erich Ludendorff. À mesure que les diverses manœuvres d'encerclement au cours des premiers mois sur le front de l'Ouest sont parées et arrêtées, l'échec de la course vers la mer se profile. Il s'épuise, la guerre de mouvement ralentit et les deux armées se retranchent de la Suisse jusqu'à la mer. À l'Est, un front plus fluide se dessine alors que les armées désorientées renoncent à se retrouver dans les grands espaces vides, au-delà des têtes de ligne. Dans le No Man's Land, entre les lignes, des paysans cultivent toujours la terre. On aboutit à une impasse lorsque l'hiver s'installe sur les deux fronts. La guerre ne sera pas finie à Noël. Le coût des opérations militaires de 1914 est stupéfiant. Les morts et les blessés se comptent déjà par millions, et tout le résultat que les armées peuvent retirer de ce carnage se résume à une impasse mortelle qui durera des années. Les espérances se heurtent à la dure réalité que connaissent des millions de réfugiés portant leurs pathétiques ballots et fuyant la Belgique occupée sous le regard hébété d'officiers de cavalerie d'opéra comique, avec leurs plumés et fanions, leurs épées, leurs lances et leurs idées démodées, inspectant les champs de bataille. Ce n'est pas la glorieuse et rapide guerre à laquelle ils s'attendaient. Chacune des nations combattantes est saisie par la folie du mois d'août en 1914, quand les hommes répondent partout à l'appel aux armes en un fervent élan patriotique.
En Grande-Bretagne, des recrues de tous les âges arrivent en grand nombre pour s'enrôler. Ce n'est pas une guerre de paysans ni une guerre de soldats de carrière. Des classes d'universités entières, tous les employés d'un même lieu de travail, des villes et des villages entiers s'en vont à la guerre en bataillons de copains. Les gens avec qui ils ont vécu deviennent les gens avec qui ils meurent. Ainsi, les hommes de toute une ville pouvaient être virtuellement anéantis lors d'une grande bataille. Ce ne doit pas être le bref interlude glorieux de leur vie où l'appel au devoir renferme une promesse de grande aventure, le prestige de l'uniforme. C'est aussi une pause dans la monotonie de l'existence et pour certains, la première assurance d'un salaire régulier. Dans les pays où la conscription est de règle, l'ardeur de se joindre à la bataille n'est pas moins forte. L'Europe est aux prises à une hystérie guerrière. Dieu, semble-t-il, est avec chacun, même avec le Kaiser. Dieu a entendu le chant et le cri des nations en bataille. God save England et God save the King. Dieu par-ci, Dieu par-là et Dieu partout. Mon Dieu, dit alors Dieu. Que de travail pour nous. En Grande-Bretagne, les rues, les salles de concert et même les chaires d'église réagissent à l'engouement infectieux de cette passion et de ce sentiment nationaliste. Les membres de la famille royale décident même de changer leur nom germanique. Saxe-Cobourg-Gotha devient Windsor, Battenberg devient Mountbatten. Mais il y a aussi un sinistre aspect à ce zèle populaire, une cruelle xénophobie. La haine pour le Kaiser Guillaume le gangster se mue en outrage et quiconque porte un nom qui semble étranger est victime de la foule. L'étranger devient alors l'ennemi. Le rôle de la propagande en tant qu'arme prend un intérêt et une importance inconnus jusqu'ici. Le développement de la presse populaire prête aux responsables de la propagande les moyens de véhiculer leur message simplifié, un message à sensation, chauviniste et rarement fidèle à la réalité. L'image de l'ennemi dépeint tel un monstre est avidement absorbée par un public assoiffé de bataille, tandis que l'idée de guerre héroïque et glorieuse est renforcée par la présentation d'une vérité déformée quand il s'agit des cruelles réalités. Au niveau officiel, on ordonne des internements sur une grande échelle des étrangers présumés. Mais la Grande-Bretagne n'est pas la seule à réagir ainsi. Les ressortissants étrangers sont également arrêtés en Allemagne et en Autriche. Pourtant, l'appui pour la guerre n'est pas universel. Dans les villes, au point de départ des troupes et dans les centres de recrutement, la ferveur est contagieuse. Mais dans les vastes régions rurales de l'Europe, dans l'apathie quasi générale, on a une attitude résignée face à la guerre. La Grande-Bretagne, protégée de l'invasion, peut parler aisément d'une guerre juste, alors qu'elle réagit au destin de la petite Belgique. Mais l'Europe continentale a déjà subi les conséquences de conflits similaires. Des hommes absents pour la moisson, des foyers détruits, de pitoyables colonnes de réfugiés. La guerre qui se prolonge cause des problèmes gigantesques pour les hommes politiques. En Grande-Bretagne en particulier, l'économie doit être mise sur le pied de guerre pour assurer des vivres aux soldats affamés. Le recrutement continu laisse de graves lacunes dans la main-d'œuvre industrielle. Le gouvernement se rend compte trop tard qu'il a perdu les précieux ouvriers des mines et de la sidérurgie qui sont partis au front dans la vague d'enthousiasme initial et il s'efforce en vain de les rappeler avant qu'il ne soit trop tard. Mais la majorité des brèches sont comblées par des femmes et finalement par des enfants. Légalisation cynique d'une pratique devenue habituelle depuis longtemps dans les familles très pauvres. Tandis que les suffragettes de la classe moyenne saluent l'accroissement de la main-d'œuvre féminine comme un nouvel acquis en faveur de l'émancipation, la vérité bien connue de la classe ouvrière est qu'il s'agit simplement d'un travail supplémentaire. On peut gagner davantage d'argent dans les usines de munitions que comme domestique ou dans les filatures.
Mais les responsables de la propagande tirent parti de cette nouvelle armée nationale féminine, malgré les protestations et le ressentiment manifestés dans les lieux de travail traditionnellement masculins et les inquiétudes de danger moral et d'abandon d'enfants. Toute fascination disparaît bien vite, les femmes s'apercevant qu'elles assument 2 emplois et travaillent durant un nombre d'heures incroyables. La plupart des foyers ont au moins un soutien de famille à l'armée et les augmentations de salaire n'arrivent pas à compenser l'inflation galopante. Seuls les usuriers amassent de l'argent grâce à la guerre. Heureusement pour les hommes politiques, surtout en Allemagne, la trêve entre les classes tient bon et le Kaiser peut prononcer ces quelques mots avec gratitude devant le Reichstag à majorité socialiste. Je ne vois pas de partis ici, seulement des Allemands. Dans cet esprit initial de coopération et d'unité, les mécanismes de la guerre sont bien huilés et la guerre continue. L'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et de sa marine démontre que la guerre européenne devient une guerre mondiale, alors que la guerre se poursuit partout où l'Allemagne ou ses alliés ont de l'influence. La marine britannique transporte des troupes à son gré et la grande flotte allemande est impuissante face à elle. L'Empire britannique domine les mers. L'entrée en guerre du Japon, le 23 août 1914, est une garantie de cette suprématie écrasante à laquelle les commandants de la flotte allemande réagissent avec une prudence exagérée et continue. La haute mer n'est pas témoin de conflits importants. Les grands cuirassés passent et repassent pour assurer le blocus et le contre-blocus, leurs commandants peu enclins à risquer leurs précieux fardeaux. En vérité, ces grands navires sont superflus dans la course aux armements. Ils représentent un gaspillage de technologie et de matériaux démodés et extravagants en face de la menace silencieuse des sous-marins qui émergent comme le seul espoir de l'Allemagne de briser le blocus paralysant des Alliés. Une attaque sous-marine isolée a un effet politique profond sur la guerre. Le 17 mai 1915, le sous-marin allemand U-20 torpille le paquebot de la ligne Cunard-Lusitania dans la dernière partie de son voyage de New York à Liverpool. 1198 hommes, femmes et enfants parmi les 2000 passagers, y compris des Américains, périssent dans le naufrage. Alors que leurs corps sont rejetés sur les plages de Kinsale, le public réagit avec horreur, particulièrement en Amérique, pays neutre. Il fut révélé plus tard que le paquebot transportait en fait du matériel de guerre. Mais le tort avait été fait. La nation neutre la plus puissante, les États-Unis, est attirée inexorablement vers la cause des Alliés. Le torpillage du Lusitania n'est pas le seul signe de l'aspect sinistre et mortel de la guerre moderne. Et le sous-marin n'est pas la seule arme du XXe siècle à dissiper les derniers vestiges romantiques de la contemplation de la guerre. L'impasse où se trouve le front de l'Ouest en 1915 est loin d'être sans perte. Pendant tout l'hiver, le printemps et l'automne, les combats sont continus, meurtriers, onéreux, futiles, quand des 2 côtés, on lance des offensives mal coordonnées sur les lignes de l'ennemi. Neuve-Chapelle, Loos, Artois, Champagne, Côte d'Aubert, Ypres, Festubert. Les mortiers, les obusiers et l'artillerie lourde creusent ce paysage qu'on ne peut oublier et qui reste comme l'image surréaliste de la Grande Guerre. Un terrain vague saccagé, boueux, sanglant, couvert de corps mutilés des combattants. Chaque soldat ne connaît que sa propre guerre. Le monde bizarre du simple soldat n'est qu'un point sur la scène monumentale de la guerre dans lequel il ressent toute une gamme d'émotions, depuis la peur paralysante jusqu'à l'ennui abject. Le long de ces quelques centaines de mètres de front, il vit avec sa nouvelle famille,
son propre escadron ou peloton, la seule chose qui ait un sens dans ce monde de cauchemars infesté de rats et de poux, pénétré de la puanteur envahissante de cordite et de pourriture. Contrairement aux mythes qui persistent encore, seul un quart du temps s'est passé dans les tranchées du front, mais ce temps bannit toute description pour l'éternité. Pour le reste, s'il survit, la vie est d'une monotonie prévisible, relevée seulement d'un humour fataliste, légèrement insolent et des liens étroits de camaraderie. Mais l'humour prend une nuance amère. Bonjour, a dit le général, rencontré la semaine dernière en chemin vers le front. Maintenant, la plupart des soldats qu'il saluait en souriant sont morts, et nous maudissons son état-major, salauds incompétents. Harry grommelait à Jack, drôle d'original, en marchant d'un pas lourd vers Arras, fusil et équipement sur le dos. Mais ils ont été fichus tous deux par son plan d'attaque. Les généraux sont tout aussi perplexes, et acculés par le monstre effrayant qui est déchaîné, ils essaient désespérément de lancer des forces géantes depuis la salle des cartes, loin du front, en criant des ordres contradictoires dans les téléphones de terrain, le long d'une chaîne de commandements embrouillés. Les communications sont épouvantables, un méli-mélo de messagers, de pigeons voyageurs et de fusées éclairantes, la plupart des lignes téléphoniques coupées par des tirs de barrage. Une fois l'offensive décidée, les généraux ont peu ou pas du tout de contrôle sur le déroulement. Les batailles deviennent des événements confus dans le brouillard de la guerre. Cependant, le phénomène de solidarité nationale, au milieu d'une saignée et de souffrances effroyables, tient bon, malgré quelques faibles manifestations de mécontentement. L'opinion publique, attisée par la presse et une propagande à sensation, attribue les qualités de demi-dieu au chef militaire. Hindenburg, Kitchener et Joffre personnifient la volonté de remporter la victoire pour leur pays. Tout citoyen loyal est censé avoir une foi aveugle en ces grands guerriers qui, à vrai dire, perdent pied comme ils tâtonnent à la recherche de l'insaisissable victoire qui les sortira du cauchemar. Comme les fragiles biplans apparaissent au-dessus de la fumée de la bataille, une nouvelle dimension est ajoutée à la guerre, embryon qui conduit seulement 30 ans après aux horreurs de Hiroshima, la guerre aérienne. Mais la puissance aérienne en est à ses débuts. L'avion n'est qu'un simple outil de reconnaissance, de mitraillage au sol primitif et de perturbation mineure des mouvements de troupes ennemies et de leurs lignes de ravitaillement. Les combats romancés entre avions de chasse des chevaliers du ciel avec les forces du légendaire baron rouge von Richthofen sont plus un spectacle pour l'infanterie lasse et harassée au sol qu'ils n'ont d'influence sur le cours de la guerre. Et même les gigantesques zeppelins, plus grandes menaces à leur équipage qu'à leur cible, sont observés et jugés comme une invention extravagante par un public ébahi. L'avion n'est que le petit enfant de la guerre. Tandis que le va-et-vient continue sur le front de l'Est pendant toute l'année 1915, l'entrée en guerre des Italiens du côté des Alliés, au mois de mai, ouvre tout un nouveau front dans le Tyrol et une nouvelle forme de stratégie basée sur la maxime « qui tient les hauteurs, tient les vallées ». L'attaque éventuelle de l'Allemagne à revers par l'Autriche est pratiquement interdite par la nature. La guerre des Alpes en Italie n'est qu'une répétition de la campagne de France aux conditions encore plus difficiles, une série d'attaques stériles ne menant à rien. L'Italie, ses nombreux soldats, son peu d'équipement et de lourds canons devient une affaire coûteuse pour l'effort de guerre allié.